Bonjour David Amiel. Bonjour. Hier, Emmanuel Macron a annoncé une augmentation du budget de la défense de 3,5 milliards, objectif 64 milliards en 2027, soit le double qu'en 2017. Est-ce qu'en période de crise budgétaire, les Français peuvent comprendre qu'on double d'un côté le budget de la défense et qu'on rabote de l'autre peut-être des dépenses de santé ou des prestations sociales ? Mais c'est précisément parce qu'on veut pouvoir défendre notre modèle démocratique et social qu'on a besoin d'avoir une armée forte. Ce réinvestissement, il vient après des années de coupes claires dans les budgets de la défense, dans les années 90-2000, le début des années 2010. Alors oui, c'est factuel. Oui, mais j'entends ce que vous dites, mais est-ce que les Français ne vont pas se dire « mais attendez, nous, on va peut-être nous demander de payer plus d'impôts, on va peut-être raboter des prestations sociales, et de l'autre, on donne 3,5 milliards à la défense cette année ?» Je pense que les Français le comprennent très bien. Parfois, vous avez raison, la classe politique le comprend moins bien parce qu'elle est un peu comme ces somnambules qui sont obsédés par les jeux politiques nationaux et qui ne voient pas les réalités de la France et du monde. Mais ça, les Français le voient très bien. Et moi, vous savez, je crois que c'est une grosse erreur d'opposer la question économique et la question militaire. Si on n'a pas une armée forte, on n'est pas capable de défendre nos emplois et notre économie. Regardez, vous passiez un reportage sur la guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis. Pourquoi est-ce que l'Europe est si lente à se défendre, à riposter? Parce que vous avez beaucoup de pays européens qui sont paralysés par leur dépendance militaire aux États-Unis et qui craignent de fâcher leurs protecteurs américains en ripostant. Ce qui nous arrive aujourd'hui avec les États-Unis nous arrivera demain avec la Chine si on n'est pas capable d'avoir notre autonomie. Donc, finalement, Emmanuel Macron a pris cette décision sous la pression des Américains. Donc, ce matin, on dit merci Donald Trump. Grâce à Donald Trump, on va dépenser plus d'argent dans notre défense. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un moment comparable aux années 60. D'ailleurs, ce que Emmanuel Macron a annoncé, c'est factuel, c'est la plus grande modernisation de l'armée française depuis le général de Gaulle. Et oui, c'est indispensable parce que la question du retrait des États-Unis en Europe n'est plus qu'une question de temporalité, de timing. À quel rythme les États-Unis se retireront d'Europe, parce qu'on sait très bien que la priorité des États-Unis aujourd'hui... C'est inéluctable, c'est-à-dire que ce soit Donald Trump ou, après lui, un démocrate, il y aura comme ça... Oui, je crois qu'il y a une tendance très profonde des États-Unis à choisir comme priorité le Pacifique, l'Asie, la lutte contre la Chine et à se désengager progressivement de l'Europe. Et donc les Européens vont devoir apprendre à se défendre eux-mêmes. Ça implique une modernisation considérable de leur armée, à commencer par l'armée française. Donc, je le disais en début d'entretien, ces annonces ont été faites alors que François Bayrou cherche 40 milliards. Du coup, ça fait 43 milliards si on ajoute le budget défense, en plus de ce qui était déjà prévu? Oui, absolument. Ça oblige à un effort supplémentaire l'année prochaine. Mais à nouveau, c'est un effort indispensable pour défendre ce modèle européen. Il annoncera les grandes lignes du budget demain. Est-ce que c'est possible sans augmenter les impôts? En ce moment, la petite musique, c'est de dire il y aurait 35 milliards d'euros d'économies dans les dépenses publiques et 5 milliards de hausse d'impôts. L'immense majorité viendra effectivement d'un effort sur la dépense publique. C'est tout à fait possible pour la simple raison que tous les autres pays européens l'ont fait. Nous sommes le seul pays en Europe à avoir un déficit aussi important, avec un taux de prélèvement obligatoire, donc d'impôts et de taxes, aussi élevé. Donc bien sûr que c'est possible et c'est ce qu'il faut faire. Oui, mais des hausses d'impôts. Emmanuel Macron avait dit pas de hausse d'impôts pour les Français. 5 milliards sont des hausses d'impôts. On verra ce que le Premier ministre propose. Nous, effectivement, nous souhaitons qu'il y ait le moins d'impôts possible. C'est très important, notamment pour défendre nos entreprises et notre économie. Qu'il y ait une mesure ciblée de justice fiscale, on avait dans le budget 2025 une mise à contribution des très grandes fortunes qui avait été limitée dans le temps, qu'on puisse la prolonger, par exemple, dans le temps d'une manière ou d'une autre. Des 38 000 ménages les plus riches qui seraient également dans le viseur a priori, dans les prochaines orientations. Je parle des ménages qui ont été soumis cette année à ce qu'on appelle la contribution différentielle sur les hauts revenus. Sans doute faudra-t-il prolonger dans le temps cet effort, mais on ne peut pas avoir d'augmentation d'impôts ni sur nos entreprises qui subissent une guerre commerciale terrible de la part des États-Unis et de la Chine, ni des travailleurs de ces classes moyennes qui payent déjà beaucoup d'impôts. Alors on parle aussi d'une possible année blanche, c'est-à-dire un gel des crédits sans prendre en compte l'inflation, mais sur quel périmètre? Est-ce que ce serait sur l'ensemble des prestations sociales, donc le RSA, l'allocation chômage, l'aide au logement, parce que dans ces cas-là, la gauche va hurler? Vous savez, dès qu'on fait une économie, tous les partis politiques généralement hurlent. C'est-à-dire que tout le monde appelle à la réduction du déficit
en général, en gros, mais refuse les mesures dans le détail. Moi, je crois par exemple que la question de l'indexation des retraites doit être mise sur la table. En 2024, l'indexation générale, l'augmentation générale de toutes les pensions de retraite, sans même différencier entre grosses retraites et petites retraites, nous a coûté 15 milliards d'euros. Pour comparer avec ce qu'on disait sur la défense, c'est presque 3 fois l'augmentation du budget des armées que l'on prévoit l'année prochaine. Donc oui, en ce qui concerne le rééquilibrage de nos régimes de retraite, les actifs, les travailleurs font une grande part de leur effort puisqu'ils augmentent leur âge de départ jusqu'en 2030. Je pense qu'effectivement, on ne pourra pas augmenter toutes les retraites au même niveau que ces dernières années. D'accord, donc vous nous dites ce matin que cette année blanche serait sur un périmètre ciblé et notamment sur les retraités les plus aisés. Je n'ai pas d'annonce à faire, c'est le gouvernement qui le fera, mais pour ma part, je plaide effectivement pour qu'on n'augmente pas toutes les pensions de retraite au même niveau et particulièrement au même niveau que les années précédentes. Je pense que ce n'est pas soutenable budgétairement, c'est ce que disent d'ailleurs toutes les études économiques. Vous faites partie de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous rendre à Bercy pour échanger? Est-ce que vous avez des informations sur l'esprit de ce budget? J'ai été reçu par les ministres Éric Lombard et Amélie de Montchalin la semaine dernière. Moi, ce que j'ai d'abord proposé, c'est qu'on change de méthode pour ne pas répéter les mêmes erreurs que l'année précédente. Je propose qu'on ait un contrat économique sur 2 ans pour dire voilà quels seront les principaux impôts, les principaux budgets, les déficits et les principales réformes pour les 2 années qui nous séparent de l'élection présidentielle. Que François Bayrou, il a un plan, lui, sur 4 ans. Je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur les 2 prochaines années. On sait très bien que l'élection présidentielle, ensuite, rebattra les cartes. Mais c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, l'incertitude est un poison mortel pour notre économie. Les entreprises repoussent les investissements, les embauches. Le taux d'épargne des ménages est au plus haut parce qu'on a eu plein d'allers-retours sur les impôts, les budgets, la rénovation énergétique. Et tout ça détruit beaucoup de croissance, détruit beaucoup d'activités et détruit beaucoup d'emplois. C'est aussi ce qui permettra de faire des économies plus intelligentes parce que si vous ne regardez que ce qui rapporte pour le budget de l'État le prochain mois, la prochaine semaine, alors vous faites un coup de rabot. Mais si vous vous projetez sur 2 ans, vous pouvez avoir des réformes de structure et c'est ça le plus important. On a le sentiment que François Bayrou fait vraiment le pari de la responsabilité des partis politiques. Mais quand on regarde ces partis politiques, qui a vraiment intérêt à jouer le jeu? Pas les Insoumis, on a plutôt le sentiment qu'ils misent sur le chaos. Le RN jouera sa carte. Le PS doit prouver qu'il est dans l'opposition. Et puis il n'y a pas non plus le bloc central où on a le sentiment que c'est déjà la présidentielle dans toutes les têtes. Je crois qu'on ne peut pas faire le reproche, en tout cas à notre famille Renaissance, de ne pas avoir porté des mesures fortes d'économie budgétaire. Il y a 2 ans, on avait défendu une réforme des retraites. Il est vrai qu'à l'époque, les LR nous avaient manqué en ne soutenant pas cette réforme. On défend aujourd'hui cette idée de pouvoir revoir un certain nombre d'indexations, de faire des économies sur l'État, y compris d'ailleurs dans les transferts aux collectivités locales. Donc j'espère qu'avec les socialistes et les républicains, on trouvera cette majorité pour faire un contrat économique de 2 ans. On aura ensuite une élection présidentielle, mais il faut que cette élection présidentielle se déroule sans crise financière, sans crise de la dette publique, et donc on continue à réduire les déficits. Donc vous misez encore sur un accord, entre guillemets, avec les socialistes. Mais c'est le seul chemin. Aujourd'hui, on sait très bien que le Rassemblement national et la France insoumise jouent toujours la politique du pire. Donc oui, j'espère qu'avec les socialistes, on trouvera le chemin d'un accord. Un dernier mot, 2027, la présidentielle, pléthore de candidats, Gabriel Attal, Édouard Philippe, Bruno Retailleau. Comment on gère? Comment on fait la différence? Il faut d'abord qu'on se concentre, je crois, sur 2025 et 2026. On a beaucoup d'enjeux devant nous. Vous avez vu la question européenne, la question militaire, la question des finances publiques. Et le temps perdu ne se rattrape pas. Si dans ces 2 ans qui viennent, on n'est pas capable de défendre notre défense et de continuer à réduire nos déficits publics, alors 2027 sera une élection complètement différente. Et donc ça veut dire que François Bayrou, demain, va annoncer un budget de rigueur, d'austérité? Il doit annoncer demain un budget de consolidation budgétaire. On sort d'une période de crise énergétique, de crise sanitaire où il fallait soutenir l'économie, où il est normal que les déficits se soient creusés. Oui, c'est le moment de réduire les déficits. Merci beaucoup, David Amiel. Bonne journée à vous. Merci, Alix. Merci à vous, monsieur le député. C'était donc l'interview politique de la matinale. Passe maintenant à l'écho avec Delphine Liu.